L'entretien du jour, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre sur Convainc-moi ce vendredi 26 novembre 2021. Le week-end dernier, dans le journal Le Monde Afrique, le Premier ministre français, j'allais dire, des Affaires étrangères, bien sûr, dans une interview, a déclaré ses inquiétudes par rapport donc, à la coopération chinoise et russe sur le continent africain. Pour Jean-Yves Le Drian, eh bien, ces grandes puissances sont des prédatrices économiques sur le continent. Ils s'inquiètent d'ailleurs, l'Europe et la France s'inquiètent à la place des Africains. Et bien sûr, au dire, ou bien selon cette déclaration du ministre français des Affaires étrangères, la question c'est de savoir est-ce que cela revient à la France ou à l'Europe de s'inquiéter pour l'Afrique. Qu'est-ce que la coopération entre la France et l'Afrique ou l'Europe et l'Afrique bien sûr, a donné depuis l'après-indépendance jusqu'à aujourd'hui. Alors, on se pose beaucoup de questions. Que fait le peuple africain ou que font les dirigeants africains? Que sont devenus ces grands mouvements de révolution sur le continent? Des grands noms de révolution africaine, on peut citer Thomas Sankara, on peut citer Kwame Nkrumah, on peut citer même, bien sûr, tout récemment, bien sûr, le général Kadhafi. Alors, ces mouvements sont devenus quoi? Quel état des lieux peut-on en faire? L'éveil ou le réveil du peuple africain qui semble rester dans un sommeil. Nous allons en parler aujourd'hui avec un acteur, un chercheur, enseignant, écrivain, et qui a soutenu et qui a fait beaucoup de travaux, et bien sûr, sur les révolutions, les mouvements de révolution en Afrique. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur, eh bien, Edon, qui est avec nous sur ce plateau pour donc discuter de ce thème avec nous. Alors, docteur Edon, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous avoir donc sur ce plateau. Le plaisir est partagé, monsieur le journaliste. D'accord. Alors, quand on parle donc de la révolution des peuples africains, l'éveil, aujourd'hui, quel état des lieux peut-on faire? Bon, vous avez déjà tout dit dans votre introduction. En Afrique, nous dormons. C'est les autres qui doivent faire tout à notre place. Et ce qui est malheureux, c'est que nous attendons même à cela. Si c'est le peuple français, si c'est l'Europe qui doit s'inquiéter pour nous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, nous avons forcément besoin de nous réveiller, nous continuons de dormir. Il faut que nous nous réveillions réellement. Sinon, alors, qu'est-ce qui ne va pas alors? Et qu'est-ce qui explique le sommeil? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je vais partir en vous disant que nous dormons réellement et nous continuons de dormir. Ceci sur tous les plans. Sur le plan économique, sur le plan culturel, nous ne prenons jamais au sérieux. Et vous savez, l'Afrique est telle qu'elle est aujourd'hui parce que nous n'avons pas conscience que nous devons, à un moment donné, nous prendre au sérieux. Et vous allez constater que l'Afrique, les gens ont l'habitude de dire que c'est le berceau de l'humanité, c'est le berceau de la culture, mais malheureusement, c'est l'Afrique qui est complètement derrière le monde. Je ne dirais même pas derrière, complètement derrière, voire exclu du monde. Sur tous les plans, c'est l'Afrique qui est la dernière, c'est l'Afrique qui vit dans la précarité, c'est l'Afrique qui vit dans la pauvreté, dans la misère. Alors que lorsque vous prenez l'Afrique, comme d'autres parties du monde, comme l'Europe, comme l'Amérique, l'Afrique regorge quand même des ressources naturelles qui puissent lui permettre de se développer. Mais c'est au niveau des ressources humaines que nous sommes, c'est là que, selon moi, le problème se pose. Nous avons trop dormir et je crois qu'il est l'heure que nous nous réveillions de notre sommeil. Notre sommeil est devenu carrément périlleux. Alors, quelles sont les causes de ce sommeil profond que vous énumérez? Est-ce que c'est la colonisation? Est-ce que c'est le comportement des premiers cadres juste après les indépendances? Est-ce qu'on n'était pas préparé aux indépendances? Et qu'est-ce qui explique justement ce sommeil? Voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, beaucoup ont l'habitude de parler de la colonisation et consorts, même de l'esclavage. Moi, je crois que c'est des sujets qu'il faut dépasser à un moment donné. C'est vrai, on a été pris de notre terre,
nous avons été emmenés loin de notre terroir et qu'on sort en Amérique, en Europe et qu'on sort l'esclavage. Et il y a eu la colonisation qui a suivi. Bon, c'est vrai, il y a eu tout ça, mais à un moment donné, il faut dépasser tout ça. Il faut se dire qu'aujourd'hui, nous sommes déjà nous-mêmes. Mais le problème qui se pose, c'est que nous ne sommes jamais nous-mêmes. Vous voyez, nous continuons de vivre tout comme si, et avant le contact avec l'Occident, avec l'Europe, nous n'existions pas. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, moi, sur mon âge de naissance, on m'appelle André. Il y a le nom André, un nom français. Mais avec le temps, il a compris qu'il faut quand même évoluer mentalement. Parce que nous avons, jusqu'à présent, le complexe d'infériorité. C'est que tout ce qui est africain, nous ne valorisons jamais ça. Et quand on me donne, par exemple, André, monsieur le journaliste, est-ce que l'indépendance, nous l'avons acquise depuis les années 60? Les pays, je parle des pays africains, quoi. Bon, maintenant, jusqu'au 21e siècle, nous continuons de traîner cet art-là encore. On donne à nos enfants les noms qui viennent de la France, les noms qui viennent de l'Espagne, les noms qui viennent de l'Allemagne, tout comme si nous n'avions pas l'histoire, notre passé, avant la rencontre avec l'Occident. Moi, j'ai réfléchi depuis un certain nombre d'années et j'ai trouvé que quand vous donnez les noms français à vos enfants, lorsque vous cherchez à connaître la définition de ces noms, au fait, vous vous rendez compte que ces noms existent dans vos langues. Ces noms existent en Yoruba, ces noms existent en Fon, en Fongbe et consorts. Alors pourquoi chercher à continuer de donner ces noms à nos enfants alors que nous avons dit devant le monde entier que nous sommes indépendants? D'où moi j'ai trouvé qu'il vaut mieux chercher à être un peu moi-même et en donnant un nom propre à l'Afrique, à moi-même, donc en essayant de laisser tomber André. Parce que, après tout, je ne suis pas français, je suis africain, purement africain. Et même à mes enfants, je ne donnerai jamais un nom français parce qu'il faut, on dit, si vous dites que vous êtes indépendant, il faut le montrer sur tous les plans. Alors ça, c'est un premier aspect, ça. En dehors de ça, je disais tantôt que sur beaucoup de plans, nous avons dormi. Je prends le côté de la religion, je prends le côté de la foi. Et vous allez constater qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est surtout en Afrique que les gens vont à l'église et à 8 heures, la nuit, on connaît l'heure à laquelle ils rentrent à l'église, mais on ne connaît jamais l'heure à laquelle ils sortent. C'est-à-dire, quand ils vont à 8 heures, c'est pour sortir à 14 h 15 h, c'est pour sortir à 16 h et qu'on sort, quoi. Donc, c'est pour faire 6 heures de temps pour écouter la parole de Dieu, pour prier et qu'on sort. Alors que c'est quelque chose qu'on peut faire en 30 minutes. Voyez un peu. En Europe, en Occident, aujourd'hui, c'est vrai, les gens vont à l'église. Les vieux comme les jeunes vont à l'église. Mais quand le culte commence à 9 h, tout le monde sait quand est-ce que le culte doit prendre fin. Donc, c'est entre une heure de temps et une heure. Mais aujourd'hui, chacun essaie de vivre sa foi. Pourquoi vous pensez que c'est... Non, je suis d'accord. C'est le temps qui... Non, le temps, ça pose problème parce qu'il faut travailler. L'autre côté, il faut travailler. Si on ne travaille pas, les autres ont travaillé. Le croyant, lui, il a un autre discours. Si c'est un jour du sabbat, il a un autre discours. Très bien. Vous savez, je vais vous dire ici, Dieu que vous voyez là, il a travaillé. Si vous prenez le ciel, la terre, on dit, bon, Dieu, en 6 jours, et qu'on sort, il a fait le ciel et la terre et qu'on sort. Lorsque vous fouillez bien, vous allez vous rendre compte que les 6 jours dont on parle, ce n'est pas 6 jours, premier jour, deuxième jour, ce n'est pas ça. Il faut comprendre ça de façon littérale. C'est sur plusieurs années que Dieu a travaillé. Bon, maintenant, ce qui trompe les gens, aujourd'hui, vous savez, quand on parle de l'Église, quand on parle de la religion en général, aujourd'hui, un philosophe l'a dit que la religion est l'opium du peuple. Et aujourd'hui, il faut essayer de circonscrire ça. La religion, il faut carrément dire aujourd'hui que la religion est devenue l'opium de l'Africain. Vous voyez un peu. Et la religion, lorsque vous devez pratiquer votre religion et que votre religion va vous empêcher de travailler, votre religion va vous empêcher de pouvoir, à vos familles et qu'on sort, ça pose problème. La religion, c'est comme si on l'a prise pour nous voiler le visage, pour nous abattir aujourd'hui. C'est nous-mêmes, ce n'est pas les autres. Parce que quand on critique les autres, ils me demandent quand est-ce que nous allons
réellement nous accepter tels que nous sommes? Quand est-ce que nous allons nous réveiller? Quand est-ce que nous allons prendre conscience pour que nous sachions que désormais, notre avenir est dans nos mains. Notre destinée est dans nos mains. Donc il vaut mieux que nous travaillions. Nous devons travailler sur le plan religieux, sur le plan économique. Sur tous les plans. Oui. Le plan politique aussi. Maintenant, lorsque tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez parlé des autres qui tentent de nous réveiller, qui tentent d'attirer notre attention sur les choses. Vous savez, c'est des gens qui sont bienveillants aussi. C'est des gens qui sont bienveillants. Bon, ça, c'est comme ça, moi, je trouve ça. Peut-être, ça va vous paraître bizarre. Vous savez, quand on dit, bon, les Français sont mauvais, les Espagnols sont mauvais, les Occidentaux sont mauvais, les Blancs sont mauvais en général, vous savez, il faut essayer de faire la part des choses. Moi, je trouve aujourd'hui qu'après mes recherches, j'ai trouvé que ce n'est pas les Blancs qui sont mauvais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les condamner de but en but. Le problème, c'est quand vous essayez d'approfondir les recherches, vous vous rendez compte que, au lieu de dire que les Blancs sont mauvais, les Occidentaux sont mauvais, il vaut mieux dire que les capitalistes sont mauvais. C'est les capitalistes qui sont parmi eux. C'est eux qu'il faut essayer d'attaquer. C'est les impérialistes qu'il faut essayer d'attaquer. Ils ne sont pas tous mauvais. Vous savez, tout à l'heure, vous avez dit dans votre introduction que c'est eux qui attirent encore notre attention. C'est eux qui tentent de nous réveiller. Et ils sont sincères, pour la plupart. Donc, je vous dis que... Est-ce que ça, c'est une sincérité? Bon. Est-ce que dans cette déclaration, par exemple, Jean-Yves Le Drian ne milite pas pour les intérêts français et intérêts européens parce qu'il a fini par lâcher le mot? Il faut un nouveau deal entre l'Europe et l'Afrique. Très bien. Est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui la Chine et la Russie gagnent plus de terrain? Ça ne ressemble pas à une guerre d'intérêt. Je vous dis ceci, c'est un peu naturel que lorsque vous avez... Parce que moi, je n'ai pas trouvé du tout sincère ces propos. Il a trouvé pertinent ce que vous dites. Et je puis dire que vous n'avez pas tort. Mais le problème, c'est ceci. C'est-à-dire, aujourd'hui, de façon naturelle, il faut reconnaître que quelqu'un doit chercher à être rassasié d'abord avant de penser à l'autre. C'est un peu naturel. Même si vous êtes des jumeaux, vous êtes deux jumeaux, je vous dis qu'avant que votre second ne se rappelle que vous n'avez pas encore mangé, vous, il se sera déjà rassasié. C'est un peu naturel. Moi, je crois que plutôt que de chercher à incriminer, à culpabiliser les autres, c'est nous qui devons nous réveiller. Vous comprenez un peu? Et notre réveil doit venir de nous-mêmes. Nous devons prendre conscience de nos valeurs. Nous devons prendre conscience que notre destinée est désormais dans nos mains. Alors, et pourquoi cela ça tarde? Pourquoi ça tarde? Ça tarde pour cette raison, à cause de vous, à cause de moi, à cause de nos propos, à cause de nos comportements, à cause des actes que nous posons et à cause des actes que posent aussi nos leaders, je vais parler de nos dirigeants politiques. Et vous savez, aujourd'hui, sur le territoire africain, et pour peu que quelqu'un trouve un petit poste de responsabilité, ce qui lui vient dans la tête, sur le champ, c'est comment mettre la main sur nos ressources. D'abord, quand on parle de ressources, nous avons quoi en réalité? C'est vrai, nous avons des ressources naturelles, mais que nous n'arrivons pas à fructifier. C'est là le problème. Alors, le peu que nous avons, le peu qui nous est octroyé, dans ce peu encore, on trouve les gens qui aiment mettre la main dessus. Et quel est leur souci? C'est comment prendre ces sous pour aller cacher dans les banques en Europe. C'est-à-dire l'Europe qui est déjà rassasiée, l'Europe qui est déjà bien, on veut prendre encore les ressources ici pour aller mettre là-bas. Et j'ai lu sur... j'appartiens à plusieurs groupes de forats et j'ai lu tout récemment ce que l'ancien président américain, il veut parler de... Comment vous l'appelez? L'ancien président américain. Trump. Ce qu'il a dit. Vous savez, c'est quelqu'un qui j'aime beaucoup. Ça va vous paraître bizarre. Il est franc, il ne cache rien, il exprime ses points de vue. Vous savez, c'est quelqu'un qui nous couillonne, quelqu'un qui trouve que nous, les Africains, nous sommes vraiment bêtes. Et quand il se justifie, vous vous rendez compte que, au fait, il a pleinement raison. C'est quelqu'un qui nous aime en réalité. Oui, mais comment peut-on l'expliquer? Est-ce qu'on n'a pas été façonné comme ça depuis la période des indépendances, la colonisation? Est-ce qu'on n'a pas été façonné comme ça et qu'après les indépendances, peut-être la première classe d'élite n'a pas su faire les changements qu'il faut?
puisque on transmet ça de génération en génération aujourd'hui. L'éducation, qu'est-ce que nous enseignons dans nos collèges, si ce n'est pas des programmes importés d'ailleurs. Est-ce qu'on avait le choix? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est qu'au départ, vous allez dire, on n'avait pas le choix, puisque nous avons été formatés comme ça, et les autres nous ont dicté ça, nous avons accepté. C'est-à-dire, il faut que la question de responsabilité, je trouve que ça se pose, et c'est tout à fait pertinent. Parce que, vous savez, si vous prenez un maître couturier et son apprenti, l'apprenti a beau faire les 3 années réglementaires, les 3 années qui sont conformes à leur contrat. Il a beau maîtriser l'art, c'est-à-dire il est capable de coudre comme le patron. Vous savez, s'il ne se décide pas de se libérer, le patron ne va jamais le libérer. Parce qu'il est un intérêt pour le patron. Il lui permet d'avoir tout ce qu'il veut. Vous comprenez un peu? Donc, d'où, moi, je trouve que, pareillement, en Afrique, les quelques années que nous avons fait avec les Blancs, avec les Occidentaux, c'est comme si nous étions en apprentissage. Mais aujourd'hui, il nous revient à nous-mêmes là de nous prendre au sérieux. C'est-à-dire, lorsque nous ne nous prenons pas au sérieux, les autres ne nous prendront jamais au sérieux. Lorsque nous ne nous libérons pas... Est-ce que les autres nous laissent le choix? Bon, merci beaucoup. Vous savez, les parce autres... que vous-même, vous l'avez dit. Les autres ont beau... On se dit qu'aujourd'hui, on est indépendant, mais en réalité... C'est une indépendance nominale. En réalité, ça n'a pas de sens. Mais est-ce que... Voilà. Voilà. Vous savez, tant que nous allons continuer de dire... Est-ce que c'est nous-mêmes ou c'est la façon dont les autres nous tiennent? Tant que nous allons continuer de dire que c'est la France. La France ne veut pas ci. La France ne veut pas ça. Ça va demeurer tel jusqu'à l'éternité, jusqu'à la fin du monde. Il faut que nous prenions conscience. Il faut que nous nous réveillions et que nous sachions que désormais, notre destinée est dans nos mains. Nous faisons de nous-mêmes ce que nous voulons. Mais ceux qui ont tenté l'éveil, vous avez vu la fin. La fin. Thomas Sankara, par exemple, on peut en parler. Tout à fait. Récemment, Kadhafi, on peut en parler. Voilà. Vous avez vu les problèmes de terrorisme dans le G5 Sahel, où on crée des tensions et on ne passe pas derrière pour dire on est sapeur-pompier. Alors, quand on est dans ces cycles d'intérêt, de jeu d'intérêt, de pression, d'imposition, comment l'Afrique peut se libérer alors? Oui, ça ne peut jamais arrêter. Ça ne peut, ce que vous dites là, vous avez pleinement raison, c'est ce que vous constatez, que vous dites. Mais moi, je vous dis que tant que nous n'essayons pas nous-mêmes là de nous prendre au sérieux, tant que nous ne comprenons pas que notre destinée est dans nos propres mains, ça ne va jamais changer. Ça peut durer. Alors, comment parvenir à cela nous allons venir à cela de par l'éducation. Vous l'avez déjà évoqué, l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut commencer par traiter le problème depuis la base. Et tout est parti de la racine, en réalité. Tout est parti de la fondation. Donc, c'est ça qu'il faut travailler. Nous allons commencer par travailler ça. Moi, j'ai commencé à ma manière. C'est vrai que c'est de façon modeste, mais moi, je crois quand même que nous allons y arriver un jour. Il suffit que chacun soit un peu conscient que l'Afrique a besoin de lui, a besoin d'elle, pour que ça change. Et je crois que ça va changer. Parce que la compréhension que vous avez aujourd'hui, monsieur le journaliste, elle n'est pas la même que ceux qui nous ont précédés, les générations qui nous ont précédés ont. Nous avons compris aujourd'hui qu'en réalité, il ne suffit pas d'aller à l'école pour apprendre à parler correctement le français, à parler même le français plus que le français. Ce n'est pas ça qui est important aujourd'hui en Afrique. Ce qui est important aujourd'hui en Afrique, c'est comment utiliser le français pour pouvoir régler les problèmes que nous avons en Afrique. Donc, les jeunes sont en train de comprendre. Lorsque vous rapportez des jeunes, vous allez comprendre que, au fait, aujourd'hui, la tendance, c'est vers ça là, c'est vers cet idéal. Et lorsque une personne, 2 personnes commencent par comprendre, lorsque 1, 2 personnes commencent par comprendre que derrière tout ce qui se passe dans le Sahel et qu'on sort, il y a la main des autres. Moi, je ne dirais pas forcément que c'est la main de telle ou de telle personne, non, parce qu'il n'est pas les preuves. Mais moi, je crois quand même que, monsieur le journaliste, derrière tout ça, il y a forcément la complicité de nous, les Africains. Je suis votre frère. Avant que quelqu'un ne m'atteigne, il va passer forcément par vous. Et c'est cette conscience qu'il faut prendre.
Et je vous dis aujourd'hui que c'est l'intérêt personnel égoïste qui fait que nous sommes obligés d'aller vers ceux-là. Ceux-là, c'est des vendeurs d'armes. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est des capitalistes. C'est des gens qui sont à la recherche de gains. Et lorsque vous leur ouvrez l'opportunité, ils saisissent. Quelqu'un veut vendre son arme. Il a fabriqué, dans son usine, a fabriqué des milliers d'armes et il veut vendre. Maintenant, il constate que quelque part, il y a des gens qui courent chacun après son intérêt et consort. Donc, il sait que en essayant de vous mélanger, lui peut vendre ses armes. Mais il ne va pas hésiter à le faire. Et c'est ce qui se passe. Donc, c'est à nous de nous prendre au sérieux, c'est à nous de nous accepter, c'est à nous de nous rendre compte que, au fait, nous avons un objectif commun que nous poursuivons. Oui, et cet objectif, c'est l'Afrique, c'est son développement et consort. Mais donc, je reste un peu soif sur la réponse que vous donnez à l'éveil. Parce que vous dites aujourd'hui, vous en parlez, il y a des jeunes qui arrivent, il faut reformater, il faut l'éducation. Mais comment réussir cela si nous avons des dirigeants qui doivent faire 30 ans au pouvoir, si nous avons des dirigeants qui font des deals avec les grandes puissances qui s'éternisent au pouvoir, si nous avons des dirigeants qui ne font que la politique de ces grandes puissances, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui décident. Alors comment reformater si on est emprisonné dans ces relations interminables? Vous savez très bien, la position française en Afrique, par exemple, dans la sous-région ouest africaine, vous savez très bien. Alors, comment réussir l'éveil si nous avons ces dirigeants qui continuent toujours de ne pas s'inquiéter du devenir de l'Africain? Vous voyez les migrants qui doivent quitter et qui doivent aller en Europe. Ils peuvent mourir en mer, ça n'inquiète personne. Alors, comment l'Afrique peut-elle se réveiller dans ces conditions? Parce que ce sont les décideurs, c'est eux qui décident. Oui, monsieur le journaliste, c'est très difficile, ça je l'avoue. Je l'avoue, parce que si ceux-là qui doivent vous diriger, ceux-là qui doivent vous montrer le chemin, si c'est eux-mêmes là qui se perdent, si c'est eux-mêmes là, à cause de leur intérêt personnel, égoïste... Ils sont des décideurs, c'est eux qui sont à la base des politiques publiques, c'est eux qui... Voilà, c'est ça qui rend un peu compliqué les choses, ça il faut l'avouer. Mais c'est trop difficile, c'est pas exactement la même chose que c'est impossible. Moi je crois quand même que nos dirigeants, oui, ils sont pour la plupart une honte pour l'Afrique. Parce que si le développement de l'Afrique traîne tel que nous le constatons aujourd'hui, ils en sont pour quelque chose. Ils en sont pour beaucoup. C'est des gens qui sont assoiffés de pouvoir, qui veulent s'éterniser, ils veulent mourir au pouvoir. Je crois que ce problème peut être aussi réglé grâce à l'éducation. Parce que, vous savez, lorsque les gens ont pris le pouvoir, ont pris l'argent comme leur Dieu, lorsque les gens oublient qu'ils ont déjà 65 ans, 70 ans, il ne leur reste que quelques années pour mourir, lorsque les gens oublient ça, moi je crois qu'il y a problème. Vous savez, nos dirigeants, quand quelqu'un par coup de chance, il lutte et il a accès au pouvoir. Un jour, il oublie le passé, complètement le passé. Tous ceux qui ont lutté pour qu'il en arrive là, il oublie complètement. Et nos constitutions sont devenues comme des chiffons. C'est-à-dire, on peut réviser ça comme on veut. Et on utilise les gens qui n'ont ni foi, ni cœur, ni loi. Et c'est ceux-là qu'on utilise. On leur propose de l'argent, l'argent du pays. C'est ça qu'on propose encore, c'est ça qu'on leur donne pour les amener à réviser la Constitution. C'est ça ce qui se passe dans les pays africains. Et c'est ça qui fait que chaque fois, il y a tension, chaque fois, il y a violence, chaque fois, il y a des soulèvements et qu'on sort. Et bien, lorsque vous êtes dans un pays où la sécurité n'est pas garantie, c'est la violence à tout bout de champ et qu'on sort. Mais comment les gens peuvent avoir le temps de réfléchir pour développer leur milieu, pour développer leur pays? C'est un problème. Ça pose réellement problème. Les gens, pour peu qu'ils ont un poste de pouvoir et consort, leur souci, c'est comment amasser les maigres ressources que nous avons, comment aller construire des châteaux à l'extérieur, comment aller acheter des hôtels,
et consorts. C'est ça ce qui les préoccupe. Et je vous dis que dans un travail de recherche, nous avons trouvé que ce que quelqu'un, un politicien qui est nommé à un poste de responsabilité politique, ce qu'il amasse en 5 ans, ce qu'il amasse lui seul en 5 ans, c'est ce qui peut nourrir les gens dans son pays. C'est ce qui peut nourrir 100 personnes dans cette période-là, pendant les 5 ans. Vous voyez que un peu, vous devez comprendre que c'est un véritable problème. Donc, et ça fait que ces gens-là, lorsqu'ils sont nommés, ils ne veulent jamais quitter. Parce qu'ils savent ce qu'ils mangent là, ils savent ce qu'ils trouvent et qu'on sort. Moi, je crois que ce problème, nous avons besoin de renforcer nos institutions. Nos institutions sont faibles. On les fragilise. On peut faire d'elles ce qu'on veut. Vous revenez au propos de l'ancien président Obama. Il faut des institutions fortes, non des hommes forts. Très, très forts. Voilà. Nous avons des institutions très fortes. Sinon, nous allons demeurer tels que nous sommes. Des dirigeants politiques, il y a quand même les éveilleurs de conscience, les activistes comme vous, les chercheurs comme vous, parce qu'on ne parle pas souvent de ces chercheurs-là. Alors, que font-ils alors? On a vu, par exemple, pour les derniers cas, la crise par rapport à la COVID-19, on a vu les tentatives de ces chercheurs africains qui ont été très tôt étouffés, par exemple. Oui, tout à fait. Et puis on n'en parle plus, puisqu'il y en a qui ont commencé à proposer des remèdes. Mais ces remèdes sont devenus quoi? Il n'y en a plus. Et puis après, on a des vaccins qu'on nous a importés, parce que l'Afrique n'en a pas fabriqué encore. Qu'on nous a importés, qu'on nous a imposés, qui va peut-être commencer à fabriquer, mais avec une licence pour faire d'autres vaccins qui existent déjà. Voilà, alors, voilà où la responsabilité aussi de ces scientifiques, de ces chercheurs que vous êtes aussi. On ne va pas parler que des dirigeants. Tout à fait. Tout à fait. Vous savez, l'Afrique, quelqu'un l'a dit, il a dit ça en ces termes, il dit, mais c'est comme si l'Afrique était maudite. On parle des chercheurs, dans tel domaine, dans tel autre domaine, et consorts. Moi, je crois que jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à nouvel ordre, sur le plan scientifique, technologique, il y a problème en Afrique. Vous allez constater que tout est importé d'ailleurs. Vous allez constater que les moyens de déplacement, à partir des vélos, jusqu'aux grands moyens de déplacement que sont les voitures et consorts, sont venus d'ailleurs. Les moyens de communication, téléphone, portable, ordinateur et consorts, sont venus d'ailleurs et consorts. Sur ce plan, je crois que nous sommes encore très loin derrière le reste du monde. Et là encore, là encore, je crois que c'est l'éducation. C'est l'éducation. Et dans sa forme évoluée, c'est comme ça moi je conçois ça. Dans sa forme évoluée, il n'y a pas de la culture. Voilà. Il dit l'éducation. Mais dans la forme évoluée de l'éducation, il n'y a pas de la culture. Parce que, vous savez, l'éducation doit pouvoir nous aider à faire face à nos défis, à faire face aux problèmes que nous avons. L'éducation doit pouvoir nous aider à résoudre les problèmes que nous avons, comme ça a été le cas en Occident. Mais chez nous en Afrique, c'est comme si nous sommes encore au point zéro à ce niveau-là. Donc il va falloir que les chercheurs se mettent davantage au travail. Ça, sur ce plan, c'est comme ça. Maintenant, il faut essayer quand même de faire la part des choses. Parlant de la science, je crois que dans le domaine de la santé, les gens font d'efforts. Les gens font d'efforts. Quand vous approchez comment on les appelle, ceux qui fabriquent des médicaments sur la base des plantes et consorts. C'est des gens, lorsque vous vous approchez d'eux, et quand ils vous parlent, ils vous convainquent, pour la plupart. Et quand vous utilisez leurs produits, vous constatez quand même que c'est pas aussi mal que ça. Et dans le domaine de la santé aujourd'hui, le nom qui me vient toujours à l'esprit, chaque fois que je vais parler des réalisations. On ne va pas évoquer de nom. Voilà. Si c'est ça. D'accord. Très bien. Alors, donc c'est ça. C'est pour dire que dans le domaine de la santé, bon, ça a commencé par prendre un peu. Mais ce n'est pas encore exactement ça. Ça reste encore. D'accord. Ça reste encore. Donc, vous voulez signifier que les chercheurs ont aussi leur part de responsabilité. Vous n'avez pas menti. C'est ça. Ça, vous avez pleinement raison. D'accord. Voilà. Il y a encore des chemin à faire, quoi. Très bien. Alors, je crois qu'on aura d'autres séquences d'émissions pour continuer à conscientiser l'Africain, la jeunesse africaine, à savoir prendre sa destinée. C'est bien cela. C'est la question. Alors, rapidement, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous avez à dire aux auditeurs en parlant de l'éveil africain? Oui, merci, monsieur le journaliste. Je crois que quand on parle du réveil de l'Afrique,
on parle de révolution africaine, je crois que ça doit interpeller tout le monde. Et notamment nous les jeunes, parce que nous les jeunes, vous savez, nous sommes dans le présent. Le passé n'est pas aussi lourd que ça. Je parle de l'expérience. Mais le futur est devant nous. Donc, au fait, c'est nous qui sommes le futur de ce pays, le futur de l'Afrique en réalité. Donc, nous devons nous réveiller. Nous devons prendre conscience que notre destinée, désormais, est dans nos mains. Nous ne devons pas continuer en critiquant, en mettant les autres à genoux, pour dire non, les Français, c'est vrai. Mais il faut quand même que nous sachions que désormais, notre destinée, c'est dans nos mains et que nous devons nous battre pour que ce qui doit nous revenir de droit, nous puissions l'obtenir. Merci bien à vous pour vos propos, vos analyses sur cette émission.